Bienvenue à tous dans cette avant-dernière vidéo sur les périodes historiques. Nous en sommes au temps moderne. Je vais commencer par le contexte géopolitique, comme ça c'est fait, parce que il s'en passe des choses. Pendant les temps modernes, ouais. Et ouais, vous allez voir, c'est un peu la folie. J'ai essayé de simplifier ça, mais on va changer beaucoup de mains la Belgique. Bref, au début de la période, la France a perdu beaucoup de territoire sur le Saint-Empire romain germanique. Les gars, Saint-Empire romain germanique, trouvez un nom plus long, genre. Ils ont un délire avec les Romains, ces gens. Vous venez d'Allemagne, les gars. Littéralement, l'Allemagne, c'est pas du tout Rome. Vous étiez les ennemis de Rome à l'Antiquité. C'est quoi votre délire à tous vouloir descendre de Rome et de l'Empire romain? Bref, le Saint-Empire romain germanique, la Belgique est dans l'Empire, sous la dynastie des Habsbourg, qui est vraiment genre une dynastie, ok. Ils ont régné globalement sur l'Europe pendant tout le 15e siècle, enfin voilà, ils étaient là. Ils ont continué à régner jusque l'année 1800. Voilà, c'est une dynastie hyper importante pendant les temps modernes, les Habsbourg, notamment Charles Quint. Donc en gros, on est la province des grands Pays-Bas à cette époque-là. Donc il y a les Pays-Bas et nous, on est le même public. C'est un détail, mais voilà. Donc Charles Quint, c'est un Belge, genre il est né en Belgique, ok, mais c'est un Habsbourg et donc il est empereur du Saint-Empire, mais il est basé en Belgique, donc la Belgique c'était un peu genre à cette époque-là, pendant son règne en tout cas. Voilà, et cette monarchie-là, c'est une monarchie absolue de droit divin. C'est un peu toutes les monarchies en Europe à cette époque-là. Ils justifient le fait que le monarque soit le monarque par le fait que c'est Dieu qui l'a choisi, que c'est un élu de Dieu et que c'est Dieu qui lui a conféré ses pouvoirs. D'accord ? C'est pas trop le concept de la religion à la Zeba, mais bref. Et absolu parce que c'est le roi seul qui gouverne. Surtout, il n'y a plus les petits vassaux et tout, non, c'est lui, il gouverne, il gère le public. Alors oui, il y a des ducs, il y a des comtes, il y a des trucs, mais c'est lui, il est à la tête, c'est lui, il prend toutes les décisions. À cette époque-là, il commence à y avoir des guerres de religion partout en Europe, on va en parler dans les conditions culturelles. Et en 1580, les Pays-Bas, donc genre notre partie, va être split en deux. Il va y avoir les Pays-Bas espagnols, donc toujours dans le Saint-Empire, qui vont être contrôlés du coup par la branche espagnole des Habsbourg, et qui du coup eux sont catholiques et sont sous Philippe II, voilà, qui est roi d'Espagne. Et bref, c'est un sbol complet, je vous ai dit. Et ensuite il y a les Provinces Unies qui elles vont être protestantes, voilà, et ça c'est plus les Pays-Bas actuels. Mais donc nous on est catho chez les Espagnols, Pays-Bas espagnols. En même temps nous avons Louis XIV, El famoso Louis XIV, qui fait des conquêtes pour essayer d'étendre son royaume, c'est-à-dire chez nous. Il voit que l'Espagne elle est un peu faible. Bref, entre le Loir et le Rhin, ça devient un big champ de bataille entre la France et l'Espagne. Mais du coup, bref, c'est le sbeul, je vous dis. Je comprends rien. Ok, bon, je vous apporte des cartes pour essayer de clarifier le truc. Donc ça, c'est l'Europe sous Charles Quint. Vous voyez, genre le Saint-Empire, c'est big, c'est énorme. Puis on voit les tentatives de percée et les réussites de Louis XIV dans nos régions. En 1714, de toute façon, Louis XIV, c'est ciao, il y a un nouvel équilibre qui est instauré en Europe. Voilà, et les Pays-Bas espagnols vont être détachés de l'Espagne justement et vont être sous la tutelle encore des Habsbourg, mais de la branche autrichienne des Habsbourg, ok. Du coup ça devient les Pays-Bas autrichiens en 1715. Hop, petite carte des Pays-Bas autrichiens pour vous capter le délire, c'est vraiment la Belgique. Il y a juste dans tout ça la principauté de Liège qui reste indépendante dans tout ce truc. Il y a aussi la principauté de Malvisible, bref. Et c'est tout ça, c'est parce que c'est géré par un évêque et par l'église. Voilà. Et eux, c'est plus une monarchie absolue, c'est une monarchie despotique éclairée. C'est-à-dire que le roi est quand même genre le big chef, ok, mais il a genre des ministres, des conseillers et il est entouré de philosophes. Enfin, il essaye de gouverner de manière un petit peu plus raisonnée, plus intelligente, ok. C'est un peu genre les deux modèles qui s'affrontent et qui se superposent pendant les temps modernes. En plus du système anglais, mais on en parlera plus tard. Malgré ce despotisme, les habitants de la Belgique sont en mode mais en fait on a l'impression que vous foutez de notre gueule, genre. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Et ça commence à chauffer un peu. Voilà, les révolutions ça commence à monter. En France elles pètent. En Belgique pas encore, ça arrivera plus tard avec d'autres événements, mais on en parlera dans une autre période. Donc on est aux Pays-Bas autrichiens, mais vers la fin, vraiment genre vers les années 1790, on se fait envahir par la France, mais ça va pas durer très longtemps parce que du coup il y a la Révolution française et l'Empire français tombe
ils ont pas le temps de gérer et du coup à ce moment là on repasse aux Pays-Bas. Un bordel monstre, je vous ai dit, un bordel monstre. Bref, on en a fini pour ce contexte géopolitique terrifiant. Passons aux conditions matérielles de vie. Tout d'abord l'habitat. Donc vers la fin du Moyen-Âge, je vous ai dit que l'artillerie était arrivée. Et donc au fur et à mesure, les châteaux, ils sont plus hyper utiles pour la guerre. Parce que de toute façon, leurs remparts se font dégommer la gueule. Donc les batailles se déplacent au fur et à mesure et n'ont plus lieu contre les châteaux, mais sur des plaines. Ok, pour que ce soit plus pratique pour l'artillerie. À partir de ce moment là, les châteaux continuent à exister mais deviennent des châteaux de plaisance. Le meilleur exemple d'un château de plaisance, c'est Versailles. Voilà, des dorures, des grandes fenêtres, c'est pas un château d'attaque, genre t'attaques ça mais en 2 minutes c'est pris le truc. Vous captez? Enfin pas vraiment parce que c'est Versailles, il fallait protéger quand même. Mais ça se voit que c'est pas un château fait pour la bataille. Surtout au XVIIe siècle. Voilà, c'est un peu la... Alors c'est à cette époque qu'il y a des nouvelles pièces qui vont commencer à faire leur apparition. Parce que justement comme les châteaux ça devient des lieux de vie, c'est quand même genre il y a beaucoup de place et du coup on crée des trucs. Il y a aussi avec le protestantisme qui arrive, on va en parler dans les conditions culturelles de vie, avec le protestantisme qui arrive, la distinction du côté privé et du côté public. La notion de pudeur qui commence à apparaître aussi et du coup on décide qu'il y a une partie du château qui est pour les invités, pour les gens qui viennent, et puis il y a la partie plus privée pour la famille, les amis proches. Donc côté public ça va être le côté où il y a la cour, donc là où les gens arrivent, et puis le côté privé bah, c'est le côté jardin. Là où c'est la famille qui peut faire ses petites promenades, qui peut profiter machin. Et c'est aussi séparé des... Bienvenue à Bruxelles quoi. Les domestiques de la famille qui vit dans le château aussi. Donc ils ont des escaliers différents, des pièces de vie différentes. Typiquement les cuisines de la famille elle n'y a pas accès. Voilà. Il y a des nouvelles pièces du coup qui apparaissent, comme les boudoirs qui sont genre des petites... C'est des petites salles... de récréation pour les femmes, genre où elles peuvent aller papoter, où elles peuvent coudre, où elles lisent. Il y a des salons privés, voilà. Il y a plein de pièces. Et donc ce modèle là s'exporte aussi dans les villes. C'est en gros c'est un peu genre des mini châteaux de plaisance. Où donc même chose, vous avez la partie ça c'est tout le rez-de-chaussée. Donc il y a un hall où les invités rentrent et tout. Puis il y a un salon où il y a les invités et tout. Puis la cuisine elle est généralement dans le sous-sol. Même chose où il y a que les serviteurs qui y vont. Et puis après quand on monte il y a les chambres. Petit cabinet mais l'hygiène c'est pas trop ça, on va en parler aussi. Et quand on monte encore en haut il y a la chambre de la bonne, donc des serviteurs et tout. Et pour ce qui est des gens qui vivent dans les campagnes, c'est toujours le même délire qu'au Moyen-Âge, des petits hameaux avec des maisons un peu rudimentaires, vous-même vous savez. Donc je parlais de l'hygiène juste avant. Au début du siècle c'est déplorable. Comme je disais avec le catholicisme c'est vraiment genre un dégoût de la chair et une peur de ça. Et donc on a peur de prendre des bains. Genre on pense que c'est l'eau qui transmet les maladies et tout. Ça me dégoûte. Bref. Et du coup ils se cabouchent. Voilà, donc beaucoup de parfums, beaucoup de maquillage et tout. Les gars, je vous imaginez pas la dégaine que ces gens avaient à l'époque. Genre, littéralement, genre, en plus comme le maquillage c'était pas des bons produits pour la peau, genre ça leur niquait la peau et tout. Ah, c'est horrible. L'hygiène, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. La cour de Louis XIV, les gars. Ils veulent paraître propres, mais ils le sont pas. Important, ok. Ensuite, on commence à avoir des règles de savoir-vivre petit à petit à partir du XVIe siècle. Voilà, donc on va se laver les mains, on se mouche discrètement. Voilà, on commence à avoir des petits trucs, mais c'est toujours pas les bains, les douches, tout ça. Par contre, au XVIIIe, on commence à avoir des petites bassines dans les chambres pour se débarbouillax, se rincer un peu. Ça commence à aller un peu mieux. Ok, ils commencent à prendre un peu plus soin de leur corps. Il s'agirait d'arrêter là s'il vous plaît. Justement, les villes changent pas mal à cette époque là aussi. On va renforcer les anciennes constructions médiévales, donc on les fortifie parce que justement il y a beaucoup de temps de guerre, c'est la mierda, donc on protège les villes. Au 17e ils vont moderniser les quartiers, donc en changeant les maisons et tout pour plus avoir des vieux trucs, des maisons en corbellement, enfin voilà. Ils améliorent un petit peu l'hygiène et la sécurité dans les villes, mais ça reste pas la folie, il n'y a pas les égouts et l'eau courante hein. Pas du tout même. Et oui. Ensuite concernant l'alimentation, il y a plein de nouveaux produits qui arrivent avec la colonisation, oui c'est le mot. Avec la colonisation de l'Amérique, il y a plein de nouveaux produits qui débarquent en Europe, donc le cacao, les pommes de terre, le tabac. Même chose, ça arrive d'abord chez les riches, c'est in, et puis mais vraiment ça met du temps à arriver dans le reste de la population. Notamment les patates. Au début les patates, mais personne n'en voulait. Personne voulait des patates. Alors que maintenant vous voyez comment elles sont in. Bref, vraiment c'est hyper con hein. Mais l'histoire de la pomme de terre me fascine. Je trouve ça hyper intéressant, mais bref.
Et donc c'est à partir de ce moment-là, le 16e siècle, que la cuisine va devenir vraiment un art. Genre, on fait attention aux plats, genre il y a des livres de recettes et tout, on mélange les saveurs, on teste des trucs, il y a l'art de la table aussi, les différentes fourchettes, comment on se tient à table, voilà, tout ça commence à naître à partir de ce moment-là, et c'est toujours de plus en plus raffiné, toujours chez les riches, hein. Vous savez, les pauvres ils mangent toujours leur soupe et leur pain, et ils n'ont pas le choix autrement. On commence aussi du coup à avoir des nouveaux instruments pour cuisiner, et la fourchette fait son apparition, enfin, la queen de ce monde. Et du coup la salle à manger commence à exister aussi, parce qu'avant on mangeait juste dans la cuisine, là c'est vraiment genre une pièce à part entière et c'est important, ça commence vraiment, la cuisine ça commence à devenir central, enfin pas central mais important dans la vie de la noblesse en tout cas. Par contre comme j'ai dit, le reste de la population ils vont se faire foutre, c'est des famines et les riches s'en battent les fesses, et c'est notamment pour ça qu'il y a des mécontentements et des trucs, parce qu'en mode en fait vous vivez dans le fast, dans la fast life, et nous on peut mourir en fait, on peut crever. Comme disait notre très chère Marie-Antoinette, ils ont qu'à manger de la brioche. Et elle a jamais dit ça. Voilà, je suis désolée de vous le dire, alors que cette phrase est iconique, putain. Personne n'a mes rêves. En gros, la Révolution française, il y a Marie-Antoinette, on vient la voir en mode madame, ils ont faim, il n'y a plus de pain. Parce qu'il y avait des gens qui étaient au port du palais en mode wesh, on a faim la team. Legit. Et elle a fait, mais ils ont qu'à manger de la brioche. Non, en fait, iconique, raide. Mais c'est faux, à skip. Enfin, il n'y a pas de source qui prouve qu'elle a vraiment dit ça. Donc on pense que c'est faux et c'est une belle petite légende urbaine pour la détester encore plus. Mais moi je trouve que c'est iconique. Les boissons aussi commencent à s'améliorer parce qu'il y a le thé et le café qui arrivent. Voilà, donc même chose, c'était d'abord les riches, hein. Comme d'hab, vous connaissez. Et il y a aussi les grands crus de vin. Enfin vraiment genre, je vous dis, la bouffe, la boisson, ça commence vraiment à se raffiner et à devenir genre c'est important. Voilà. Et en ce qui concerne le travail, il y a la création des premières manufactures qui sont en fait genre des mini-usines, genre rassemblement de plein de gens qui font la même chose dans le même endroit. Voilà, donc typiquement toutes les tisserandes elles sont dans la manufacture des tisserandes. Et du coup les productions commencent à devenir de plus en plus efficaces. Il y a un peu plus de dynamisme dans la production. C'est toujours pas le niveau des usines actuelles, mais ça commence à aller mieux. C'était tout pour les conditions matérielles de vie. Comme je l'ai expliqué dans le contexte géopolitique, il y a beaucoup de guerres. C'est la fight en permanence en Europe. Et ces luttes entre les États-nations, qui sont toutes des monarchies absolues ou des despotismes éclairés, il commence du coup à y avoir des ambassadeurs qui apparaissent parce que c'est sympa de faire la guerre tout le temps, mais il s'agirait d'essayer de régler ces problèmes autrement. Et donc voilà, il y a des premiers ambassadeurs qui commencent à apparaître, qui tentent de calmer peacefully les choses. Ça fonctionne pas trop, mais ils sont là quand même. L'évolution des monarchies absolues est comme suit. À partir du XIIIe siècle, les souverains, il a toute l'autorité, comme j'ai dit, c'est lui qui gère l'administration centrale, les finances il commence à mieux gérer, voilà. Ensuite, du 16e au 17e, c'est ce que je vous expliquais, absolutisme de droit divin. Puis à partir du 18e, Révolution française, il commence à capter, ok, si on continue comme ça, on est cuit, on est quitos. Donc apparition du despotisme éclairé, voilà, on va s'entourer de philosophes, on va essayer de raisonner un peu plus nos décisions politiques. Et puis de toute façon, la plupart des monarchies vont finir par tomber quand même, mais pour d'autres raisons dont on parlera plus tard. Dans les conditions culturelles, accrochez-vous parce que elles sont là. Tout d'abord, on en a un petit peu parlé dans l'alimentation, mais les grandes découvertes. Voilà, 1492, Christophe Colomb is in America. Il pense que c'est l'Inde, mais bon, qui lui dit. Et donc ça va entraîner beaucoup de choses, notamment dans la vision du temps. On va remettre en question le fait que l'univers c'est genre un truc tout plat où tu tombes et t'es mort. Non, l'univers il est sphérique, ok. Copernic, Galilée, Kepler, les grands savants qui vont se faire buter par l'église parce qu'ils ont pensé ça, mais ils avaient raison en fait. Le truc de c'est pas la Terre qui est au centre du monde, c'est pas le soleil qui nous tourne autour, c'est nous on tourne autour du soleil, l'univers il est immense, voilà. Tout ça, on commence un peu à comprendre l'espace et l'organisation de l'univers, on ne peut pas encore y aller. Et le temps se précise de plus en plus, voilà, on commence à faire des pendules vraiment mécaniques, hyper performantes et pointues. Il y a des horloges qui commencent à apparaître chez les gens. Et donc le monde connu même sur Terre commence vraiment à s'élargir. On découvre du coup l'Amérique, l'Afrique, on commence à aller un peu plus loin même si... Voilà, la connaissance du monde commence vraiment à aller plus loin. Il y a Vasco de Gama qui fait le tour du monde, voilà. Et donc pour ça, pour pouvoir voyager, il faut des cartes. Donc la cartographie se développe vraiment beaucoup à cette époque-là. Mercator, qui est belge, fait la première carte en projection cylindrique en 1569.
On commence aussi à faire des cartes qui n'ont plus seulement des utilités genre pour se déplacer et tout, mais aussi des utilités militaires et administratives. Donc c'est vraiment genre des vraies cartes topographiques et tout, en mode ok, là on sait il y a des montagnes et tout, donc pour le plan de bataille faut qu'on fasse comme ça. La connaissance du monde et tout, c'est vraiment genre chez les riches, chez les intellectuels. Les gens ils ont pas le temps de penser au sens du monde et de la vie et des nouveaux continents qu'on a découverts. Non, ils se tuent à force de travail pour rien, enfin pour manger très peu et crever de famine. Un énorme contraste je trouve au temps moderne entre la situation du peuple et la situation des élites. Où vraiment les élites ils vivent dans le fast, ils découvrent le monde, ils sont remplis d'horizons, ils mangent bien, ils se raffinent, ils vivent dans des endroits dorés et tout. Et puis t'as là le reste de la population qui vit dans une chaumière, qui travaille toute la journée pour manger et qui crève de faim. Enfin voilà, c'est un énorme contraste et c'est ce qui mène à toutes les révolutions qui vont arriver après. Vous vous en doutez. En parlant de super progrès, en 1450, Gutenberg nous amène l'imprimerie, qui vient un peu de Chine à la base, mais c'est lui qui perfectionne le système et qui le rend vraiment efficace. Voilà, donc avec ses petits caractères mobiles là et ses presses à papier, il nous fait des super livres et donc le savoir se diffuse beaucoup plus vite. C'est ce qui va permettre notamment la diffusion du protestantisme, mais on va en parler après. Typiquement en 1455 le premier livre à être fini c'est la Bible, et alors vraiment ça me fascine. Une fois que la Bible s'est répandue partout, les gens peuvent la lire, ok, mais les gens doivent la lire d'abord, donc il y a une grande campagne d'alphabétisation. Donc on essaie vraiment d'apprendre aux gens à lire, à écrire, à calculer. Il y a beaucoup plus d'instructions même si elle va pas très loin. C'est au moins jusqu'à 14 ans les élèves ils vont à la paroisse, ils sont éduqués, mais du coup el problemo est que s'ils savent lire la Bible, ils se rendent compte que ce que la Bible dit et ce que fait l'église catholique c'est pas hyper corda. Donc on lance un nouveau mouvement, le protestantisme, qui essaye de se rapprocher plus de ce que dit la Bible et se détache de l'autorité du pape. Du coup les idées du protestantisme grâce à l'imprimerie se développent aussi beaucoup plus vite dans la population. Et on va continuer sur après, je termine l'alphabétisation. Une fois que les enfants ils ont fini l'église, soit ils peuvent aller au collège, soit ils vont travailler. Les collèges c'est les collèges jésuites comme Saint-Michel à Bruxelles, parce que les jésuites c'est une branche, vous voyez, comme les franciscains ou les bénédictins, enfin bref. Ils prônent l'enseignement littéraire en plus de la religion, voilà. Et donc il y a des universités aussi qui donnent cours de latin, de grec, voilà. Mais à l'université c'est surtout des enseignements très littéraires, voilà. Si vous voulez apprendre des sciences et tout, en fait vous êtes considérés comme des hérétiques, donc on vous... Voilà, faut aller chez des maîtres qui le font déjà, genre Galilée, genre Copernic, bref, voilà. Les filles commencent aussi à être éduquées, mais pas... pour être des personnes intelligentes, vous en doutez, pour être des bonnes mères, pour savoir gérer la maison, pour être bien chrétienne comme il faut. Bon, c'est bien beau que l'alphabétisation commence et qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient accès à l'éducation, mais dans les petits villages ça reste toujours pas ouf. C'est un peu genre des prêtres pas trop éduqués qui apprennent des trucs pêle-mêle avec de la religion, des connaissances que eux en ont. Ils font un peu ça là où il y a de la place, il n'y a pas de matériel, enfin voilà. C'est un peu rudimentaire. Encore une fois méga contraste entre les riches qui vont à l'université, dans les collèges machin, et les pauvres qui ont des écoles quoi qu'ou bof. C'est déjà ça, il y a un début de quelque chose. Il y a aussi beaucoup de progrès dans la médecine et dans l'analyse de l'anatomie. C'est un peu Léonard de Vinci qui lance ça pendant la Renaissance, qui est une période à cheval entre le Moyen-Âge et les temps modernes, la Renaissance, voilà, pour ceux qui savent pas. Et il y a une nouvelle énergie qui apparaît à la fin, la vapeur. Et oui, le début de l'industrialisation. Mais on va en parler en long, en large et en travers quand on parlera de l'époque contemporaine et des temps actuels. Donc je m'arrête là. Le protestantisme, donc je vous ai déjà expliqué comment c'est arrivé en Europe. Martin Luther, c'est lui qui invente le protestantisme, ok. En 1517, il publie ses 95 thèses, qui est un long document, ok, qui en gros critique l'église, qui est en mode, en fait dans la Bible il a écrit ça et l'église elle fait ça. Not matching the same energy. Donc lui il est répudié par l'église, elle est en mode écoutez pas son bullshit et tout, sauf que c'est trop tard. Jean Calvin crée une nouvelle église et à partir de ce moment là le protestantisme commence à se répandre partout, d'accord, en Europe. Il inspire très fort notre très cher Henri VIII pour l'anglicanisme, voilà, qui crée sa propre religion où le chef de la religion c'est lui-même le roi. Anyways, les délires d'Henri VIII. Un des grands points du protestantisme aussi, c'est du coup de séparer la vie publique et la vie personnelle. Et donc la vie religieuse c'est de la vie personnelle. Ça nous concerne nous. Tout le monde doit pas savoir notre relation avec Dieu, genre. Vous en doutez, l'église catholique
is not very happy. Donc il y a des persécutions, il y a des affrontements, il y a des gens qui sont exilés. C'est la guerre en Europe, c'est la big guerre de religion. Droit de réponse de l'église catholique, contre-réforme. Le concile de Trente, pas le concile des 30 mais le concile de Trente, qui est une ville, Trente, attention, en 1545, ils décident de mieux former leur clergé. Ils décident qu'il n'y aura pas de réconciliation. Les protestants c'est des hérétiques, on va tous les buter. Massacre de la Saint-Barthélemy, vous-même vous savez, non vous le savez pas, mais bref, en gros, Catherine de Médicis, elle déteste les protestants. Catherine de Médicis qui est reine de France, mais en fait elle n'est pas reine de France, c'est genre la régente. Bref, elle déteste les protestants. Du coup, massacre de la Saint-Barthélemy, il y a des milliers de protestants qui sont butés. Donc ils décident pour que la Bible soit pas interprétée par n'importe qui et inculquée à n'importe qui, c'est eux, ils gèrent l'éducation des enfants, l'éducation religieuse des enfants, avec le catéchisme, le fameux. Ils font évidemment les mesures répressives. Le problème c'est qu'ils ratifient tout ce que le protestantisme dénonçait, ils le confirment, ils le ratifient, genre ils sont en mode ah ce que vous avez dit, ok, on va continuer à le faire, d'accord. Notamment les, j'ai oublié comment ça s'appelle mais c'est en gros genre tu payes l'église pour qu'elle efface tes péchés. Bon, hein, mon énorme cul c'est du poulet quoi. Donc c'est pas la grande ambiance en Europe, ça commence à se calmer vers la fin et tout. Il y a des pays qui deviennent protestants, comme les Pays-Bas, mais c'est pas la grande ambiance folle à cette époque là. Passons aux héritages et après nous aurons terminé. J'ai parlé des fêtes au Moyen-Âge, ça commence un peu à partir en cacahuète. Donc à partir du XVIe siècle, les autorités religieuses et civiles commencent à réguler un peu l'organisation de tout ça. Il y a des nouveaux divertissements qui commencent à apparaître pour les bourgeois, tout ça, mais encore une fois, not for the people. Donc les ballets, les concerts, les opéras, ils vont se promener. Il y a des voitures avec des charrettes là qui commencent à apparaître. Il y a des salons littéraires, des ateliers d'écrit, enfin voilà. Franchement ils vivent hein. En ce qui concerne les vêtements, au début de la période, donc au 16e c'est austère. C'est vraiment genre col fermé jusqu'au bout. Et puis avec l'apparition des cours dans les châteaux de plaisance, tout ça au XVIIe siècle, ça commence à être un peu la folie, des couleurs de plus en plus vives, on met des perruques, on met du fard, on met plein de parfums comme j'ai dit, on met des motifs, enfin voilà, c'est un peu la folie à la française. Et ensuite au 18e commence à apparaître pour les femmes les corsets pour ressortir la poitrine et affiner la taille et nous niquer le dos surtout. Les cotonnades, donc les vêtements en coton avec des imprimés, enfin vraiment genre c'est un peu la folie. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'en même temps on instaure l'uniforme pour les écoliers et pour les militaires. Voilà, donc il y a en même temps la folie et le wouhou fun dans les cours et dans les milieux nobles et riches, et de l'autre dans le milieu militaire et dans le milieu scolaire c'est on est uniforme, tout le monde pareil, enfin voilà, il y a vraiment un énorme contraste. Les enseignants aussi doivent avoir un uniforme, imaginez nous on doit aller à l'école avec un uniforme, sauvez-nous. Pour le déplacement, vers la fin du XVIe siècle, ils sont vraiment préoccupés par l'administration, donc ils se disent ok, on va bien paver toutes les routes, on va bien aménager les rivières, gérer le truc pour que nos réseaux de communication ils soient on fire. Au 18e, il y a les premières chaussées modernes qui commencent à apparaître, des trucs tout droit, tout large, où il y a bien la place de passer, qui sont bien organisés. On met des pierres dedans pour que vraiment genre les routes soient on point. Bon, vous doutez que c'est surtout pour les armées, hein, pas pour les gens lambda, mais n'empêche que c'est profitable pour tout le monde finalement. C'est pour les armées et pour le transport des marchandises, of course, parce que l'argent comes first. Pour finir, l'enfance et la naissance commencent à changer de rôle. Jusque là c'était un peu genre négligé entre guillemets, genre l'enfant était pas trop considéré dans le schmilblick. Ça commence à changer. Les femmes doivent tomber enceintes le plus rapidement possible après le mariage parce qu'il faut genre conserver le patrimoine de la famille et le transmettre. Donc elles sont généralement enceintes tous les 2 ans, mais les familles sont pas nombreuses parce qu'il y a beaucoup de mortalité infantile. Voilà, donc tu pourrais avoir fait 12 enfants et au final il t'en reste 3 quoi. C'est super triste. Cette mortalité infantile elle est due à plusieurs choses. Déjà les conditions de vie qui sont pas ouf à l'époque, surtout chez les pauvres. Le fait qu'il n'y ait pas de suivi médical pendant la grossesse, qu'il n'y ait pas de suivi médical pendant l'accouchement. Genre juste elles gèrent leur truc entre femmes et les médecins
il cala pas. Même si vers le 17e, chez les bourgeois, il y a les médecins qui commencent un peu à s'intéresser au truc et à faire genre des réflexions scientifiques sur comment gérer l'accouchement. Et à partir de ce moment-là, il commence à y avoir moins de mortalité du coup, autant chez les femmes que chez les enfants. Ensuite, comme on est dans un contexte très religieux, dès que l'enfant est né, il va se faire baptiser, genre direct. S'en fout que ce soit dangereux peut-être pour l'enfant de se faire plonger la tête dans de l'eau alors qu'il est né depuis 3 minutes, mais il lui faut lui donner le salut de l'âme. Donc, baptême direct. Et 2-3 semaines après, il y a une cérémonie qui s'appelle des relevailles. Je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas du tout catholique, si quelqu'un sait m'expliquer. Top. Où c'est la mère qui, elle, vit une cérémonie religieuse. Au début, quand chez les enfants, le petit gamin, il se fait allaiter. Que ce soit par une nourrice en ville ou par la maman dans les campagnes. Et vers 1770, les médecins recommandent, quand ils commencent à s'intéresser un peu à la grossesse, à l'enfance, tout ça, ils sont en mode c'est mieux d'allaiter vos enfants vous-même, nanana. Et bien les darons, elles sont en mode je m'en fous en fait. Parce que, encore une fois, la pudeur, le truc, vous captez. Et enfin, l'enfance commence vraiment à être considérée comme un âge à part entière, un âge particulier. C'est un peu genre un mini-adulte. Donc on va commencer à leur accorder plus d'importance. Les mamans elles vont jouer avec eux, elles les surveillent. Et puis quand les enfants ont 7 ans, ils vont à l'école et ils rentrent un peu genre dans le monde un peu plus des adultes. Et à 14 ans c'est fait, ils font leur communion et c'est des adultes. À 14 ans ils sont là. C'en est fini des temps modernes, c'en est fini pour moi. Il me reste plus qu'une vidéo à filmer, beaucoup à monter, mais c'est pas grave. J'espère que c'est clair, que ça vous a plu, que c'est intéressant toujours. J'essaye de rendre ça un peu attractif, mais je sais pas si j'y arrive toujours, mais voilà. Moi je vous dis à bientôt, j'essaye de vous la sortir le plus vite possible. La vidéo sur les temps actuels et l'époque contemporaine. Désolée pour les bruits, mais bon, je vis en ville. Bisous.